Quand une puberté tardive est interrompue par une attaque de monstres mutants, l'instinct primaire de l'homme se réveille et lui donne la force nécessaire de déplacer les montagnes dans le seul but de faire taire sa frustration. C'est grosso modo l'histoire que nous propose Love and Monsters, un petit film déjà sorti en 2020 aux États-Unis, mais plus tardivement en 2021 en France sur la plateforme Netflix. On y retrouve Daniel O'Brien, l'acteur de la trilogie du Labyrinthe, ici dans le rôle de Joel. Mais également Michael Rooker, le ravageur des Gardiens de la Galaxie, et aussi la petite fille adoptive de Thanos. Love and Monsters a été pensé et conçu tout d'abord comme un mix entre Mad Max et Bienvenue à Zombieland. Bah c'est raté. Love and Monsters ne cherche ni à nous faire peur ni à nous surprendre, mais plutôt à nous raconter une intrigue cliché au possible sur un fond de romance naïve. Love and Monsters a été nominé aux Oscars 2021 pour les meilleurs effets visuels. C'est une nomination que je trouve justifiée puisque certaines créatures sont vraiment impressionnantes dans le film. C'est donc l'occasion pour moi de revenir vous livrer mon analyse personnelle de cette histoire où l'amour triomphe toujours. Joel, certainement pas lui, est un jeune homme en mal d'amour. Il ne voit pas l'intérêt de vivre s'il ne peut pas partager tous ces moments de rire, de pleurs et de joie avec l'élu de son cœur. Non, c'est à toi de raccrocher en première. Ok. Attends peu. Il vit dans un bunker avec sa famille de substitution depuis que des retombées nucléaires ont transformé tous les êtres à sang froid en monstres géants. Mais après une attaque surprise de son bunker par une sorte de fourmi géante, Joel décide d'aller retrouver l'élu de son cœur, Aimé, qui survit à quelques 130 km de là. Joel doit donc braver la surface et les monstres pour retrouver son amour perdu. C'est une histoire qui ne se prend jamais trop au sérieux, la preuve en est avec son arbalète en plastique qui n'est clairement pas assez puissante pour tuer une créature du premier coup. Sans parler de ce chien qui devrait être mort depuis longtemps. Je t'assure, va vraiment falloir que t'arrêtes d'aboyer. Et pourtant je dois bien admettre que j'ai aimé certaines scènes d'action, mention spéciale au crapaud de The Witcher 3 et au bruit strident que fait le centipède. Les paysages sont plutôt assez beaux, le personnage fait de belles rencontres. Mon seul vrai regret, c'est de ne pas avoir croisé plus d'araignées géantes. Je sais qu'il y en a une ici, mais on la voit vraiment de très loin, ce n'est clairement pas suffisant pour moi. J'adore détester ces bestioles. Mais la trame, au-delà d'être simpliste, ce qui n'est pas du tout un problème, est surtout un bon gros ramassis de clichés. Et là, attention, je vais spoiler. Joel, qui a la fâcheuse tendance à se figer face au danger, se lance donc dans une petite balade touristique où il fait la rencontre de Boy. Un petit chien si adorable que même toutes les créatures aux alentours n'ont pas eu le cœur de dévorer. Puis nonchalamment il tombe dans un trou et il fait la rencontre de deux improbables voyageurs dont j'ai déjà oublié les noms. L'attachement de la gamine au héros est peut-être cliché, mais bon, au moins on peut se dire qu'elle voit en lui une sorte de grand frère un peu bête. Quant à Clyde le ravageur, lui il incarne tout simplement l'archétype du mentor dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Lui, il est tout simplement là pour remplir son rôle de mentor, c'est-à-dire apprendre toutes les règles du nouveau monde au héros, et lui donner également la clé qui va lui permettre de survivre. Il y en a qui sont sympas? Tu le sais en fixant leur regard. En compagnie de ces deux-là, Joel ne risque absolument rien, et c'est la scène qui va suivre leur séparation qui est ma préférée. Car c'est bon quoi, l'histoire reprend enfin, et notre héros a finalement réussi à vaincre sa paralysie du sphincter. Et justement, avant de creuser un peu plus profondément, analysons notre héros. C'est tout simplement l'archétype du benet courageux. Un héros qui se sous-estime, qui sous-estime sa force et son courage, et qui fait des blagues dans le but de fuir la réalité. Un héros solitaire au départ, mais qui va vite apprendre à rassembler sa propre tribu. D'ailleurs, il se pense solitaire, mais c'est absolument faux. Tout le monde l'adore déjà dans le bunker. Cela signifie qu'il est un héros qui rassemble. C'est juste qu'il ne le savait pas encore. Et donc l'aventure va lui permettre de le découvrir. Ce personnage, c'est aussi le copier-coller de Harold dans Dragon. Ils ont tout ou presque en commun. Ils n'ont pas confiance en eux, ils sous-estiment leurs capacités et leur courage, ils se pensent solitaires à cause de leurs différences, mais c'est cette différence qui va plaire au final et faire en sorte que tout le monde leur fasse confiance. Comme Harold, il apprend que les monstres ne sont pas si méchants que ça, et tout comme Harold, il tient à jour un bestiaire illustré. Alors dans l'absolu, ça ne me dérange absolument pas. J'adore vraiment ce personnage de Harold dans Dragon, alors faites tous les copiers que vous voulez, allez-y, c'est banco, moi ça me plaît. Les implants du film sont autrement plus problématiques qu'un héros déjà vu. Pour rappel, un implant c'est simplement une information qui est lancée comme ça par un personnage d'une manière totalement anecdotique, mais qui se révélera indispensable à la résolution de l'histoire plus tard.
Amusez-vous donc à compter les implants dans ce film, ils sont voyants comme des gros boutons de pu au milieu du front. Vous avez un machin blanc sur la lèvre. Multiplier les révélations et les implants est un excellent moyen de faire en sorte que le spectateur ou le lecteur se sente toujours surpris par les événements qui vont suivre. Si on devine tout dès le départ, c'est assez dommage en fait, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus d'intérêt à lire l'histoire ou à découvrir ou à regarder l'histoire. Et bien là, manque de peau, il y a beau avoir énormément d'implants, ils sont tous voyants en fait. Alors pourquoi ici ça ne marche pas? Tout simplement parce qu'ici, toutes les révélations sont des implants. Absolument toutes. Il n'y a pas de fausses pistes. Ce sont toutes de vraies pistes. Il était prévisible que le héros mange un jour cette plante, tout comme il était prévisible que cette baie toxique revienne à un moment dans l'histoire. Et c'est globalement le problème de toute l'intrigue. Tous les événements, toutes les péripéties sont annoncés en amont. On nous a déjà annoncé que le héros allait forcément rencontrer la reine des guêpes, la reine des abeilles. Ah, du coup, quand ça arrive, on n'est pas surpris. C'est dommage parce que sans surprise, il n'y a pas de peur. Pas de peur, pas de tension. Pas de tension, pas de tension. Toute cette intrigue n'est qu'un immense cahier des charges. Prenez cette scène par exemple. Joël se confie au robot. Il lui parle de sa mère et de tous les doutes qu'il a en lui. C'est une scène obligatoire pour Joël, car il devait là comprendre que la mort de ses parents, de sa mère, n'était pas de sa faute. Donc là, le robot lui montre une photo de sa mère. Mais comment ? Il possède toutes les photos de toutes les familles américaines dans sa mémoire, auquel cas, chapeau pour le gars qui a inventé un tel disque dur. Ou alors quoi, il reste une connexion internet valide? Ça veut dire qu'il y a encore des satellites? Ça veut dire que quelque part dans le monde, il y a encore des gens qui sont assez évolués technologiquement? On ne sait pas, et puis de toute façon on s'en fout, le robot il crève dès qu'il termine son rôle de réconforter le héros. John Truby avait quand même un peu raison lorsqu'il nous disait que la survie en tant que thème est un enjeu assez faible. Bien oui, c'est simplement une répétition de la même action, même si c'est tourné très différemment, c'est toujours la même chose. Le héros fait une rencontre hasardeuse, il estime le danger, il tente de fuir, puis il combat, et enfin, il survit in extremis. Mais bien plus que son intrigue cahier des charges, c'est la romance du film qui pose problème. Dans une histoire post-apo, la lutte contre les mutants, les zombies ou les aliens, ça ne va qu'un temps. Vous pouvez être sûr et certain qu'à un moment dans l'histoire, il va y avoir un groupe d'humains méchants qui va venir s'en prendre au héros. Le but est tout simplement de nous faire comprendre, de nous faire passer un message que l'humanité reste toujours la plus grande menace, même dans un monde post-apocalyptique. Prouver que l'humanité est au final pire que les animaux. Vous savez, Burke, je crois que vous êtes encore pire que ces créatures. Elle n'essaie pas de se massacrer entre elles pour tirer le plus gros paquet de fric. Mais ici, nous ne sommes pas dans une histoire pessimiste. Alors on rajoute une petite étape. Le pouvoir de l'amour. Oui, le pouvoir de l'amour finit toujours par l'emporter. Nous avons toujours eu cette grande naïveté de croire que l'humanité pouvait être meilleure sans jamais le prouver par des actes. C'est ce que je reproche notamment à certaines histoires de science-fiction comme Le jour où la Terre s'arrêta. Donnez-moi donc une preuve que l'humanité mérite d'être sauvée, l'amour. D'accord, mais alors pourquoi rien ne change? C'est ce message qui se cache dans la relation entre Aimé et Joël. Et oui mon gars, elle t'a oublié. Elle est passée à autre chose, elle a continué sa vie et puis elle est même retombée amoureuse. Bien avant toi. Et cette version-là me plaît nettement mieux puisque c'est réaliste, déjà d'une part. Et enfin, ça veut dire que le héros, il est confronté à son propre égoïsme finalement. J'aurais vraiment adoré que cette romance en reste là. Mais bon, il a fallu qu'il lui sauve la vie et puis apparemment ça suffit pour retomber amoureux. Ces deux-là confondent amour et admiration et à mon avis, ça va pas durer longtemps. Si jamais il y a une suite à ce petit film, ce dont je doute, je verrais bien une rupture dès le départ avec Aimé. Et Joël apprendrait on ne sait trop comment que la propriétaire de Boy serait toujours vivante. Qu'elle serait en fait maintenue prisonnière soit par un groupe d'humains ou alors par une nouvelle espèce de mutant. Et Joël se lancerait alors de nouveau dans l'aventure, dans l'espoir que l'amour l'attende au bout de l'histoire. On aurait alors une suite de l'histoire où le héros serait condamné à répéter les mêmes erreurs. Tant en tout cas qu'il ne comprendra pas qu'il n'a pas besoin d'être en couple pour être aimé et aimer les autres à son tour. Car oui, la vraie morale de cette histoire, c'est que vous n'avez pas besoin d'être en couple pour aimer et être aimé. Et c'est dommage que le héros ne s'en rende pas compte et ne l'apprenne pas. Car le fait qu'il se remette en couple avec Aimé, son amour d'adolescent, gâche absolument tout ce beau message. Love and Monster est un film mignon et plutôt sympa à regarder, en tout cas une première fois. Et en plus, vous ne perdrez pas votre temps, il ne dure pas très longtemps. Les couleurs sont magnifiques, le chien est vraiment trop mignon et certaines créatures sont très bien faites. Le film se termine sur une fin ouverte et puis je dirais pas non à une suite. Car c'est souvent à la fin que l'histoire devient réellement intéressante.
puisque maintenant ils sont à la surface, ils vont devoir non plus survivre mais vivre avec. Et moi j'ai toujours été curieux du jour d'après, de comment ils font pour reconstruire des colonies, pour communiquer entre les différents villages, reconnecter un réseau, etc. etc. Chose qui n'est jamais vraiment développée. Ce que j'adore aussi avec ce genre de petits films, c'est qu'il y a toujours un moment où on se demande comment nous, on aurait fait pour survivre dans un tel monde. Moi je crois que j'aurais monté un restaurant de brochettes de pâtes de fourmis géantes. Compagnons conteleurs et conteleuses, je vous invite à me dire dans les commentaires comment vous auriez fait pour survivre dans un tel monde. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Continuez d'imaginer, de créer et de partager. C'était les contes de Clé et à bientôt pour une prochaine vidéo.